Ce soir, plus que jamais, notre émission mérite bien son nom. C'est en effet un destin exemplaire que nous allons vous proposer ce soir. Ce destin, c'est celui d'un militaire, d'un général, fils et frère de militaires d'ailleurs, d'un homme prestigieux qui obtint quelques-unes des plus hautes distinctions militaires françaises et étrangères, et qui, aujourd'hui, participe à des manifestations pacifiques et se bat pour proposer, pour imposer l'idée de la non-violence. Général pacifiste, combattant de la non-violence, si vous me permettez cette formule, vous êtes, Jacques de la Bollardière, l'exemple d'une conversion assez étonnante, qui amène d'ailleurs à se poser un certain nombre de questions. D'où l'intérêt de ce destin, un destin dont vous connaissez les règles et qui, au cours de la première partie réalisée par André Gazu et Pierre Stucki, et que nous allons voir maintenant, va vous permettre d'évoquer votre passé et votre carrière. Jacques Paris de Bollardière, l'ancien chef des paras d'Angleterre et d'Indochine, général à 48 ans, grand officier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération, détenteur de la Croix de guerre belge et hollandaise et de la Distinguished Service Order, l'une des plus hautes décorations militaires britanniques, réservées à des soldats étrangers. Il a fait toutes les campagnes de Narvik à l'Algérie qui lui ont valu sa réputation de baroudeur et d'éblouissants états de service. Eh bien, aujourd'hui, après une carrière militaire qui a été longue, et une quinzaine d'années de vie civile, je me trouve dans une situation parfaitement paradoxale car je suis un général non violent. J'ai, avant de percevoir ou d'essayer de percevoir la non-violence, perçu tout à fait ce qu'est la violence. J'ai constaté qu'elle n'est pas efficace pour résoudre les conflits entre les hommes et qu'elle dégrade les hommes qui la mettent en œuvre. Alors actuellement, je suis avec beaucoup d'amis en France dans une recherche pour essayer, à partir d'une situation de conflit qui est la réalité dans laquelle nous vivons, pour essayer de découvrir des méthodes qui restent humaines et qui nous permettent de régler les conflits. Les austères rivages de Bretagne ont bercé l'enfance de Paris de Bollardière. Cette vieille terre celte, secrète et mystique, a toujours hésité entre la tentation du repli et un patriotisme sourcilleux. Sans nul doute, les traditions y sont plus tenaces qu'ailleurs. Élevé dans le catholicisme le plus fervent, Jacques de Bollardière est fils et petit-fils d'officiers. Dans ces familles de la noblesse bretonne, on entre un peu à l'armée comme d'autres en religion. L'épopée coloniale et l'image idéale qu'en donne un Charles de Foucault renforcent cette vision du soldat missionnaire à l'écoute de lointaines civilisations. La maison familiale où est né Jacques Paris de Bollardière le 15 décembre 1907. Il a 10 ans lorsque meurt son père qui sert sous les ordres de Lyautey. Bientôt, son frère aîné, officier lui aussi, sera tué au Maroc. Leur sacrifice commun devient l'objet d'une sorte de culte. La voie qu'ils ont tracée, son devoir est de la suivre. L'entrace assure pour moi s'est imposée comme une évidence, parce que ma famille était une famille de très longue tradition militaire, et toute mon enfance a été bercée par des récits des campagnes de mon père, en Indochine d'abord, puis à Madagascar, puis au Maroc. Et au cours de ces campagnes, il a eu le grand privilège de vivre auprès d'hommes comme Gallieni et comme Lyautey. Et c'est cette image de l'armée qui me frappait dès mon enfance. Ici dans l'avenir, quand ton nom vient apparaître, on y joindra peut-être dans notre grand souvenir. On dira qu'à Saint-Cyr, pour toute une parure si belle, la promotion nouvelle vient pour t'ensevelir. Le destin de Paris de Bollardière est scellé. Ce sera la carrière des armes. Parmi ses camarades de la promotion de 1930 et par une ironie du sort, le futur général Massu. Le jeune Saint-Cyrien est encore marqué par une vision de l'armée puisée dans l'héritage familial. Héroïsme et sacrifice de soi, communion profonde entre des hommes unis par la présence de la mort. Et déjà son impatience est vive d'être confronté à l'événement qui donnera toute sa dimension à son métier de soldat. Aussi en 1939, alors qu'il est lieutenant dans le sud marocain, il se porte volontaire dans la prestigieuse 13e demi-brigade de la Légion étrangère qui doit partir la première au combat. Il y rencontre Pierre Messmer. Le baptême des armes, pour moi, a eu lieu à Narvik. J'étais à la Légion étrangère et la Légion étrangère a formé une brigade de marche qui est partie à Narvik tout à fait au début de la guerre. Et là, je me suis vraiment trouvé confronté avec ce qui donnait sa signification même au métier que j'avais choisi. C'est-à-dire que je retrouvais là ces images de dépassement et de sacrifice de soi-même. Et le fait pour moi était de savoir comment je me comporterais. J'ai été frappé d'abord par la beauté du site et puis par cette menace permanente de la mort sur nous tous et cette menace que nous faisions peser aussi sur notre adversaire
Et cette exaltation d'un homme jeune qui se trouve dans cette sorte de fête tragique qu'est la guerre et dont il ne voit pas clairement la signification humaine profonde. Après la victoire inespérée de Narvik et le vertige qui saisit Bollardière, c'est le retour en France et à Rennes une vision de cauchemar, celle de la défaite de son pays. Et c'est là que j'ai eu le premier spectacle de cette population frappée de stupeur. Et aussi de cette armée française qui refluait, mélangée avec la population dans un désordre affreux, de jeunes hommes hagards, dépenaillés, jetant leurs fusils, leurs insignes au creux des fossés, et cette population absolument démoralisée, qui nous regardait avec une sorte de reproche, parce que nous, bien entendu, nous voulions continuer à nous battre malgré tout cela. Mais nous n'avons pas pu le faire, bien sûr, nous avons été complètement débordés par les troupes allemandes. J'ai été moi-même coupé de la troupe que je commandais. Et j'ai compris à travers ce spectacle que j'avais qu'il fallait me racheter moi-même de ce spectacle que j'avais vu et qu'il fallait vraiment que je me batte aussitôt que possible et n'importe où jusqu'à ce que ces images s'effacent pour moi et que je puisse regarder sans honte enfin notre armée et le peuple que j'avais vu dans cette défaite affreuse. Je quittais ce pays écrasé qu'était la France avec une image de l'homme affreuse, enfin, cette image de l'abandon devant le malheur et cette résignation, et j'hésite devant le mot, mais c'est celui-là qui me vient à l'esprit, cette sorte de lâcheté qui avait tout d'un coup frappé le peuple qu'est le mien. Et au contraire, en Angleterre, comment ne pas sentir cette exaltation extraordinaire d'un peuple entièrement dressé dans un effort vraiment commun à toute la nation pour résister sous ces premiers bombardements qui commençaient à écraser l'Angleterre. L'un des premiers, avant même l'appel du 18 juin, Bollardière a rejoint l'Angleterre. Meurtri et humilié par ce qu'il ressent comme un abandon, il s'identifie passionnément à ce peuple uni devant le péril et qui refuse de plier l'échine. Ce peuple auquel Churchill promet du sang et des larmes. Bollardière est émerveillé par le courage et la sérénité de la population. Lorsque les premières bombes ébranlent Liverpool, il découvre que l'humour peut aussi devenir une arme. Une boutique porte l'écriteau, plus ouvert que d'habitude. Son séjour en Angleterre va durer 2 mois. Bollardière embarque alors pour faire le tour de l'Afrique et affronter l'ennemi pour la première fois depuis la défaite, en Syrie et en Libye. Il est incorporé avec ses légionnaires à une division britannique. Avant de se mesurer à l'armée de Rommel, il a le choc douloureux de devoir combattre les troupes de Vichy. Mais les yeux de tous se tournent vers l'Afrique, où les troupes germano-italiennes du maréchal Rommel s'efforcent de contenir la poussée de la 8e armée britannique. Et tandis que se déroulent ces combats, voici que notre Afrique du Nord est à son tour, après la Syrie, après Madagascar, attaquée par les forces anglo-saxonnes. Je l'ai apprécié parce que j'étais à côté de lui dans les opérations très dures. Bollardière est un grand soldat. Il était considéré, au sein de la Légion étrangère, comme quelqu'un qui avait un caractère dur, indiscutablement. Parce qu'il ne transigeait pas sur les points médiocres, il ne se satisfaisait pas de faux semblants, mais comme un homme exceptionnel. Donc, si vous voulez, Bollardière était un homme qui surclassait tous ces gens qui étaient autour de lui, indiscutablement, et dès cette époque. Et quand je dis que dès cette époque, on pouvait prévoir que Bollardière devait être le numéro 1 de l'armée, je le pense très sincèrement. You'll come a waltzing Matilda with me. Waltzing Matilda, waltzing Matilda. Dans ces combats fluides qui évoquent un immense et cruel jeu d'échecs, les adversaires unis entre eux par une secrète complicité roulent dans les véhicules conquis, enterrent leurs morts dans les mêmes tombes et chantent les mêmes refrains. Waltzing Matilda venue d'Australie, Lily Marlène née sur les bords du Rhin. Les campements de Bédouins ont fui vers le sud. Reste du sable et des soldats. Pour le jeune officier qu'est Bollardière, c'est l'image tant rêvée d'une guerre propre et chevaleresque, d'une sorte de fête des armes dure et dangereuse, mais par là même enivrante, et tempérée par le code sévère de l'honneur.
À El Alamein, en novembre 42, Bollardière saute sur une mine. Il est évacué à travers le désert jusqu'à l'hôpital du Caire. Là, il entend parler de la résistance qui s'organise en France et décide de rejoindre Londres. Nous nous retrouvons, plus exactement, nous nous rapprochons à la fin de 1943, quand nous avions quitté tous les deux la 13e DBLE pour suivre à Londres un stage de préparation à l'action clandestine en France. C'est à l'occasion de ces stages que l'on préparait son brevet de parachutiste, par exemple, et nous l'avons préparé ensemble, en sautant à partir des mêmes avions, et aussi parce qu'il y avait un certain nombre de préparations, disons, de type de sécurité ou d'action clandestine, et ce stage, nous l'avons fait d'un bout à l'autre ensemble, et souvent d'ailleurs en vivant dans la même chambre. Il était commandant et j'étais capitaine. Quelle impression vous a-t-il laissé? Écoutez, Bollardière est un homme d'une sincérité parfaite. Une sincérité qui s'exprime quelquefois avec une certaine pudeur, mais c'est un homme d'une sincérité parfaite. Et c'est aussi un homme, et je l'avais senti dès le premier jour, ou enfin dès les premiers contacts que j'avais eus avec lui, très enthousiaste, c'est-à-dire qui s'enflamme facilement, soit pour une idée, on l'a vu alors et on l'a vu depuis, soit pour une amitié, avec toute la force que donne l'enthousiasme à un homme qui est habité par l'enthousiasme, mais aussi tous les risques que cela comporte dans certains cas. C'est bon, numéro 1, maintenant, dégagez-vous de votre siège. C'est bon, et bien numéro 2. Première phase de la préparation, l'acquisition du brevet de parachutiste délivré le 3e jour après un saut de nuit. Il faut aller vite. Bollardière pénètre dans le sérail de cette troupe d'élite dont le courage et le savoir-faire sont légendaires. Il en deviendra bientôt le chef. En attendant, il doit suivre un stage d'initiation à une forme de lutte entièrement nouvelle pour lui, bien loin de la stratégie enseignée à Saint-Cyr. Tout ce qui m'avait été interdit jusqu'à ce moment-là, j'apprenais à le faire. Cambrioler des villas, voler des voitures, suivre des gens dans la rue, échapper à des filatures, écrire avec des encres bizarres des messages secrets. Et puis aussi cette confrontation que les Anglais essayaient de nous donner de ce qui risquait de nous arriver, c'est-à-dire d'être pris et torturés pour livrer nos camarades. Mais l'arme véritable du parachutiste, c'est l'explosif. Le parachutiste, dans cette dernière guerre qui a changé toutes les stratégies et toutes les tactiques, a dû retrouver l'arme primitive du dynamitéro, destiné aux patrouilles, aux commandos, amené à agir sur les arrières de l'ennemi. Il doit connaître l'emploi de tous les explosifs et tous les secrets des grenades et des bombes. Cette éducation guerrière fait leur place même à des trucs. Comment, par exemple, on transforme en bombe un vulgaire bidon d'essence. Je me suis trouvé brusquement, un soir de pleine lune, au-dessus de la France, que je voyais dans l'obscurité en dessous de moi. Et j'ai senti là une impatience extraordinaire de sentir le contact physique de ce sol que j'avais quitté 3 ou 4 ans auparavant sur un chalutier à Paimpol et que je retrouvais avec une émotion que vous imaginez. Quand il passe, ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. En avril 1944, Bollardière est chargé par Londres et la Résistance de commander la mission Citronnelle dans le maquis des Ardennes. Durant 6 mois, il sera le commandant Prisme. Le brillant officier sorti de Saint-Cyr et qui vient d'affronter Rommel dans le désert se trouve plongé dans une guerre de partisans où la complicité de la population est la condition même de la survie et qui fait de lui un terroriste autant qu'un soldat. Nous avons fait une embuscade. Et au cours de cette embuscade, nous avons fait prisonniers deux jeunes Allemands. Et il s'est trouvé que quelques semaines avant, le colonel Grabowski, qui commandait la feldkommandantur de Charleville, avait capturé une centaine de jeunes maquisards qu'il avait fait massacrer dans des conditions absolument affreuses, après les avoir torturés la journée entière. Et par une sorte d'instinct, qui me fait honte d'ailleurs maintenant, je n'ai pas pu m'empêcher de faire traduire ça aux 2 hommes qui étaient devant moi, en leur disant: est-ce que vous savez que le colonel qui commande à Charleville a fait torturer 100 hommes de chez moi? Et brusquement, j'ai eu devant moi le visage d'homme qui se décomposait et qui n'avait plus rien d'humain. Et là aussi, par une sorte d'instinct, sans que j'aie le temps de raisonner,
j'ai senti cette espèce de pouvoir absolument extraordinaire que j'avais de les faire redevenir des hommes, simplement en redevenant humain moi-même. Et je leur ai fait dire, de toute façon, vous êtes des prisonniers et vous serez traités comme des prisonniers. C'est vraiment quelqu'un, quoi. Quelqu'un qu'on ne trouve pas tous les jours, je vous le dis. Des chefs comme ça. Parce qu'ils payent de leur personne, puis c'est des meneurs d'hommes, quoi. Puis maintenant, sur le plan moral, hein. Il avait quand même le respect d'autrui. Oh, oh oui, oui. Ces hommes n'auraient jamais fait les erreurs que certains ont fait dans d'autres lieux. Par exemple, la résistance, parfois, elle s'est égarée un petit peu, mais avec lui, pas. Ces choses-là, ça n'aurait pas existé. Non, non. Vient le jour tant attendu de la libération. Tandis que le maquis pleure ses martyrs, c'est le temps de l'épuration qui cache parfois d'obscurs règlements de compte. Profondément troublé, Bollardière regagne l'Angleterre en septembre 1944 pour continuer la lutte. Il accepte comme un honneur un commandement dans la célèbre brigade des Red Devils qui vient de s'illustrer en Birmanie contre les Japonais. Parachuté en Hollande sur les arrières ennemis, il a pour mission de paralyser les communications. Ce sera sa dernière mission de guerre en Europe. Il passe alors la frontière et découvre une Allemagne anéantie. J'ai encore présent dans les yeux ces images d'un peuple battu et ces maisons démolies, ces femmes qui erraient avec des enfants qui n'avaient pas de quoi manger, tous ces objets familiers qui traînaient au milieu des rues. Et jusqu'à maintenant, cette guerre en Europe m'avait paru bien entendu une guerre juste. Enfin, il ne me venait pas à l'esprit que notre combat n'était pas juste. Nous nous défendions contre l'agression des nazis. Mais là, le mot ennemi a perdu pour moi toute signification et est devenu vraiment une abstraction. Ces femmes, ces hommes que j'avais sous les yeux, je ne pouvais pas les considérer comme des ennemis, je les considérais comme des hommes écrasés par le malheur. Elles avaient, toutes ces femmes qui étaient devant moi, le même regard que les femmes de chez moi quand elles apprennent que leur mari est mort ou leur fils. Et je n'ai pas encore à ce moment-là commencé à comprendre l'injustice de toute guerre, mais j'ai profondément senti l'horreur de la guerre et le flot de misère qu'elle cause. Le régiment de parachutistes que vient de commander Bollardière est envoyé en toute hâte en Indochine. Malgré sa lassitude de la guerre, Bollardière, qui vient de lutter contre les nazis, accepte par fidélité à lui-même de reprendre les armes. À ses yeux, il s'agit d'aller délivrer l'Indochine, soumise à l'oppression japonaise. Dès la libération, le général de Gaulle a entrepris d'y rétablir la souveraineté française. Dans cette ultime croisade, il ne voit aucune rupture avec ses engagements passés. Il ressent même comme un devoir de ramener la paix dans cette région troublée. J'ai connu le général Paris de Bollardière en Indochine. C'était en 1945, tout à fait au début de la guerre. Il commandait le 2e régiment de chasseurs parachutistes. Tout le monde l'appelait Bolo. C'était un combattant très populaire et c'était le baroudeur par excellence. Rien n'annonçait qu'il puisse devenir un jour ou l'autre un pacifiste. On le considérait à cette époque un peu comme un officier baroudeur. Mais je crois que Bollardière a toujours été, dans sa carrière militaire, un officier qui a eu la volonté d'appartenir à des unités combattantes et la volonté de combattre. Bollardière n'est pas du tout un officier d'état-major, c'est pas son style. Et je crois que ça n'aurait pas été non plus un succès pour lui de se spécialiser. D'ailleurs, il ne l'a pas voulu. Ça n'est pas un hasard si Bollardière a été à la Légion étrangère et s'il a été au parachutiste. C'est en réalité parce que la Légion étrangère et les parachutistes correspondaient à l'idée qui se faisait de l'action militaire, au moins à cette époque-là. Harcelés par un ennemi sans visage, les paras sont toujours sur la brèche. C'est à eux que reviennent les missions les plus dures et les plus meurtrières. Pour contrôler le territoire, ils multiplient les postes d'observation, cherchant le contact direct avec un adversaire insaisissable.
En ce début de guerre, et malgré les pertes subies, les violences contre la population civile sont rares, ou du moins honteuses et clandestines. Apprenant qu'un officier vient d'abattre un coulis épuisé qui refuse de repartir avec son chargement, Bollardière, qui avec le grade de colonel commande les troupes aéroportées, veille à ce qu'on lui inflige une très grave sanction. Mais peu à peu, tout se dégrade. La véritable nature du drame indochinois, Bollardière l'apercevra surtout lors de son deuxième séjour qui va durer 3 ans. J'ai découvert là un visage absolument différent de ce que j'attendais. En réalité, j'étais confronté avec la guerre d'une armée contre un peuple, dont je discernais de plus en plus qu'il était soulevé par une aspiration absolument profonde et authentique de recherche de sa liberté. Et sortant d'un maquis, je ne pouvais pas ne pas me sentir dans une sorte de communion avec ces hommes qui faisaient exactement ce que j'avais fait, et pour les mêmes raisons, ce que j'avais fait quelques mois auparavant. Vous êtes confronté là à une guerre de type... Terme d'années de souffrance, la chute de Dien Bien Phu et l'inévitable liquidation politique à la conférence de Genève. Une page douloureuse est tournée. Mais novembre 54 marque le début de l'insurrection algérienne et d'une nouvelle guerre coloniale qui va durer 7 ans. J'étais à ce moment-là instructeur à l'école de guerre. Les affaires d'Algérie commençaient à se préciser, et puis la guerre d'Algérie a éclaté, et j'ai eu très nombreux contacts, bien sûr, avec un tas d'officiers, et en particulier avec d'anciens subordonnés à moi, et je discernais chez eux des tas de sentiments extrêmement complexes, dont un était certainement une très grande rancœur vis-à-vis du commandement et vis-à-vis des hommes politiques français, et aussi une très grande amertume vis-à-vis de l'opinion publique, car l'armée en Indochine a eu l'impression d'être complètement délaissée, de se battre très courageusement avec des sacrifices immenses, dans l'indifférence la plus complète de la part du pays. Et ces jeunes officiers ont commencé dès ce moment-là à s'ancrer sur le désir qu'il fallait que l'armée prenne une sorte de revanche, et que si on l'appliquait dans la guerre d'Algérie, il faudrait qu'elle la gagne, et j'allais presque dire par tous les moyens. Cette volonté de revanche n'est pas le fait des jeunes soldats de la métropole dont le rappel en Algérie est marqué par de violentes manifestations. Ils ne se sentent pas concernés par la partie qui se joue là-bas et ont parfois l'obscur sentiment d'aller défendre les privilèges d'une poignée de colons. Leur révolte est soutenue par une partie de l'opinion publique, encore mal remise du drame indochinois et qui aspire à la paix. Ces jeunes du contingent qui viennent de protester violemment au camp de Mourmelon, Bollardière les accompagne à Alger. À la stupéfaction générale, l'ancien chef des paras d'Angleterre et d'Indochine choisit d'encadrer ces jeunes garçons de 20 ans, désorientés et que personne n'a préparé moralement à la tâche qui les attend. Souvent méprisés par les unités de métier, ils ignorent tout des problèmes de l'Algérie, des aspirations des musulmans et des craintes des Européens. Ici sous-lieutenant Delahaye, de la 2e compagnie du GT 543. Je suis très heureux de l'occasion qui m'est offerte. Bonjour à toute la famille et à tous les amis du Havre. Et particulièrement ma fiancée Eliane. Ainsi que ma fiancée chérie. Je profite de l'occasion inattendue qui m'est offerte pour transmettre mes meilleurs baisers à mes parents et à Perpignan des baisers qui n'ont pas tout à fait le même sens. J'espère avoir bientôt la quille pour être de retour en France. Il est midi, je quitte ma cuisine pour venir embrasser mes parents. Le soleil brille. Le moral est bon. Je vous embrasse tous affectueusement. Il y a eu la grande guerre du grand-père, la drôle de guerre du père, voici la sale guerre du fils. Une guerre qui ne dira jamais son nom, officiellement appelée Opération de maintien de l'ordre. Bougez pas, hein. Bougez pas, ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il y a tiré, là? Qu'est-ce qu'il y a tiré? C'est que ce merdier, là. Vous avez vu quelque chose? Où est-ce qu'ils sont, là? Derrière cet arbre? C'est cette merde, là. Vous les avez vus derrière l'arbre? Il a pris son commandement dans le sud algérois, et j'étais là, d'une manière intelligente. Il a réfléchi sur la pacification, ça voulait dire essayer de s'entendre avec les musulmans d'Algérie
pour trouver une solution. Bollardière n'a jamais cru à une solution militaire. Il avait subi l'Indochine. Il a fait toute la guerre d'Indochine. Il a vu la catastrophe en Indochine. Donc il ne croyait pas une seconde qu'on pouvait, comme croyaient certains bureaucrates à Paris, régler le problème d'Algérie par des moyens militaires seulement. Donc il espérait, lui, Bollardière, que l'armée française pourrait être un lien par la pacification, par l'organisation de nouveaux villages, par les services rendus aux musulmans, par le contact avec eux, un lien entre la France métropolitaine, représentée par l'armée française en Algérie, et le contingent surtout, et les musulmans, de manière à ce que le dialogue s'ouvre. Ce qui fait qu'il n'aimait pas les opérations militaires, il les faisait quand elles étaient nécessaires, il les commandait, mais il a créé ces commandos noirs dont il m'a donné le commandement, qui consistait alors à la nomadisation, à aller se promener tout le temps, jour et nuit, parmi les musulmans, presque sans armes. Moi, je n'étais pas armé, de manière à parler avec eux et à ce que les musulmans d'Algérie voient un autre visage de la France que les colons. Parce que ce que les musulmans d'Algérie détestaient, c'était les colons. Mais Bollardière se disait, il n'y a aucune raison qu'ils détestent les Français. Donc, puisqu'on a la chance que, je ne sais pas, 1 million ou 2 millions de Français soient là à cause du contingent, montrons aux musulmans les Français de France qui n'ont rien à voir avec la colonisation. Et c'était l'idée politique et militaire de Bollardière, de manière à amener la paix en Algérie. Il l'a mise en application. Bollardière, qui a renoncé à porter le béret de parachutiste, commande le secteur est de l'Atlas blidéen. Il prend le mot d'ordre de pacification au pied de la lettre et son expérience originale lui vaut la visite du ministre résident Robert Lacoste. À son insu, Bollardière devient un peu la bonne conscience de l'armée. Sous son impulsion, des chantiers sont ouverts, 3000 soldats s'adonnent à des tâches d'aménagement rural. Le principal à ses yeux est d'offrir un modèle valable aux jeunes soldats dont il a la responsabilité. Au terme d'une tournée d'inspection, le directeur général de la Sûreté nationale, Jean Méret, envoie un rapport très élogieux au président du Conseil. En novembre 1956, Bollardière reçoit ses étoiles de général. Il a 48 ans. Et le 11 novembre, les commandos noirs ont l'honneur d'être choisis pour défiler à Alger, où ils sont acclamés par la foule. Par ailleurs, j'ai constaté l'extraordinaire efficacité de l'œuvre du général Bollardière, qui par ses méthodes libérales, mais également techniques vis-à-vis de l'exploitation du pays qui lui était confié, de la région qui lui était confiée, lui a permis, et par conséquent à la France, qu'il représentait de façon si magnifique, de faire la preuve qu'on pouvait mener en Algérie une politique totalement différente de la politique de répression qui était menée dans tout le reste du pays. Parce qu'en fait, vous avez noté une nette diminution du terrorisme dans cette région. région. Ben ça, dans cette région-là, il n'y avait même pas de terrorisme. Pendant tout le temps que Bollardière était là, pratiquement, il n'y avait pas d'attentats dans ce secteur. Alors qu'il y en avait tout autour. Il y avait tout autour, dans la Kabylie qui était toute proche, sur les plateaux, et ailleurs, bien entendu, Constantinois, Lorès et ailleurs. Les conceptions du général de Bollardière restent très isolées. Presque partout en Algérie, c'est la spirale sans fin de la violence. Une lutte sans merci s'est engagée entre l'armée et les rebelles, qui a pour enjeu le contrôle de la population. Les embuscades, les attaques contre les fermes isolées se multiplient, la peur et l'insécurité s'installent partout. Et c'est le choc en retour, une répression aveugle qui frappe tous les Algériens indistinctement. Les pires exactions sont couvertes, sinon approuvées par la hiérarchie. Jamais le fossé qui sépare les deux communautés n'a été aussi large.
Alger, décembre 56. Plusieurs militants FLN condamnés à mort sont exécutés. La riposte ne tarde pas. Les attentats à la bombe font leur apparition et plongent la population européenne dans l'angoisse. Sur l'ordre du ministre résident Robert Lacoste, une ordonnance est signée qui délègue au général Massu, commandant la 10e division parachutiste, les pouvoirs de police. Celui-ci rédige aussitôt une directive qui revient en fait à officialiser l'emploi de la torture. La bataille d'Alger va commencer. Si l'on informe largement l'opinion des résultats obtenus, un silence opaque entoure les méthodes employées. Pour identifier les poseurs de bombes, chaque maison est fouillée, les suspects dirigés vers les centres d'interrogatoire. Plus de 3000 d'entre eux vont disparaître, morts sous la torture ou sommairement exécutés. À la terreur des attentats succède la terreur de la répression. Il y a eu des attentats sur la population européenne d'Alger qui étaient dramatiques et il fallait bien faire face à cette situation. Mais ça nous mettait devant un véritable choix. Ou bien nous posions le problème en termes politiques clairs, ou nous nous acharnions à résoudre ce problème par la violence. Si nous prenions cette dernière optique, il fallait, dans la cohérence même de ce raisonnement, bien entendu, éliminer physiquement tout le réseau de terrorisme et de renseignement que les FLN étaient en train de mettre en place. Et par conséquent, il fallait le faire, bien entendu, par n'importe quel moyen. Car le renseignement devenait absolument primordial, il fallait connaître les cellules, leur organisation et les démanteler. Et la directive de Massu était extrêmement précise, elle allait dans ce sens. Si je l'acceptais, d'abord pour moi, du plan moral, c'était absolument inacceptable, car ça nous emmenait exactement à ce que les nazis avaient fait et avaient prétendu faire dans tous les pays qu'ils ont occupés pendant la guerre européenne. Et ensuite, je pensais d'ailleurs très clairement que ça ne nous mènera à rien, bien entendu, car sortant de la résistance, j'avais chanté moi-même le chant des partisans, « Ami, quand tu tombes, un autre ami sort de l'ombre à ta place ». Et je savais très bien qu'on n'arriverait absolument pas à démanteler les réseaux terroristes et que nous courions là à un échec et à une prise de conscience de plus en plus grande par tout le peuple algérien de la nécessité pour lui de se rendre indépendant et de se rallier au FLN. Alors j'ai donc eu un entretien avec Massu, très difficile, car sa position était inébranlable. Et dans la passion de cet entretien, je crois que j'ai terminé cette conversation en lui disant que je méprisais le type d'action qu'il préconisait. Et j'ai ensuite vu tous les échelons de la hiérarchie, puis M. Lacoste, qui m'a confirmé qu'on attendait de moi que je ne fasse pas de complications et que je laisse travailler les parachutistes de Massu. À ce moment-là, j'ai donc demandé à être relevé de mon commandement. Pratiquement, je n'étais qu'un exécutant. Cet excellent Vallardière m'a pris un parti comme si j'étais le promoteur de cette politique, mais c'est absolument inexact, n'est-ce pas? Je n'étais qu'un exécutant, je n'ai fait qu'exécuter les ordres de mes chefs. Mais pour renforcer l'effort policier, il fallait promouvoir le renseignement, donc il fallait ipso facto recourir momentanément à la torture. Et c'est ce que le général de Bollardière jugeait inacceptable. Oui, enfin, il n'était pas indispensable de recourir à tout moment à la torture, et d'ailleurs ça n'a pas été fait. Hein. Les procédés d'interrogatoire poussé, que l'on a appelé un peu trop hâtivement la torture, ont été dans certaines circonstances autorisés par moi-même sur la ville d'Alger, essentiellement, en fonction de l'urgence de la mission, qui consistait à découvrir les bombes prêtes à exploser et à empêcher de nouveaux dégâts, de nouveaux assassinats, n'est-ce pas, de nouveaux dégâts chez les civils, en particulier les femmes et les enfants qui tombaient sous le coup du terrorisme. C'est en réalité le terrorisme, surtout le terrorisme urbain, qui nous a amenés à, si vous voulez, à sortir de la légalité et à sortir même à employer des procédés que je n'approuve pas du tout, mais que j'ai considérés à ce moment-là exceptionnellement comme, dans certains cas, nécessaires. Ça, je le reconnais parfaitement, c'est pour ça que dans mon livre, je ne m'en suis pas caché. Bollardière m'a dit que c'était inadmissible. Hein, qu'est-ce que vous voulez ? De temps en temps, il faut se salir les mains. Nous les sommes salis sans doute, mais nous avons quand même, je crois, évité beaucoup plus de sang encore. Pour avoir donné l'ordre aux parachutistes de vaincre à tout prix, les autorités civiles ont aussi leur part de responsabilité. Nous sommes là avec Bollardière, encore une fois un homme respectable, dans le domaine de la foi. Et vous ne m'y ferez pas pénétrer. Ce n'est pas mon domaine, c'est un domaine que je respecte. Mais ce n'est pas mon domaine lorsque j'agis comme chargé
d'exécuter une politique nationale. S'il était vrai qu'il y ait des brutalités organisées par un individu ou deux, le calme rétabli dans les 2 jours, 3 jours qui suivent une arrestation, que pour faire parler un coupable il soit torturé, ce serait intolérable. C'est pas concevable, même si ça ne se produit qu'une fois. Il y a des méthodes que les autres emploient, que nos adversaires emploient. Mais même dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur répondre par la même méthode. La France, c'est dans le monde le pays des droits de l'homme. En fait, le président du Conseil ne peut ignorer ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Des rapports courageux ont été portés à sa connaissance qui lui donnent l'exacte mesure du drame. Mais la bataille d'Alger, c'est aussi le temps du mensonge. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus forte que la volonté de guerre du FLN. Sous l'action des parachutistes, Alger glisse peu à peu vers un ordre totalitaire. La torture n'en est qu'un aspect. Le quadrillage systématique de la population en est l'inévitable prolongement. Avant qu'il ne démissionne, le général de Bollardière, avant qu'il ne prenne cette décision, est venu me voir. Je dis, il n'était pas un homme causant, n'était pas bavard, se livrait pas. Il avait un sens très exact de la discipline militaire, et puis 30 ans de vie militaire moule un homme dans ses comportements. Bien, il était moulé par ses fonctions. Il est venu me voir à sa demande, je l'ai reçu, et il m'a expliqué le désarroi de sa conscience. Ça ferait rire certainement M. Lacoste que de parler de la conscience d'un homme. Les exhibitionnistes du cœur et de l'intelligence, c'est lui qui a tenu ce propos en ce qui nous concerne. Nous nous sommes sanctifiés, mais pas déshonorés du tout, qui se rassure pleinement. Eh bien, le général Bollardière, je garde de cette entrevue un souvenir cruel, enfin... L'homme dans le désarroi, vous comprenez. Unamuno disait j'ai mal à l'Espagne, eh bien, Bollardière avait mal à la France, à sa politique présente et à tout ce qui adviendrait dans l'avenir de ce qu'elle faisait sur le terrain en Algérie. Elle a donné sa démission à ces conditions. Si être un idéaliste, c'est à l'épreuve de certains faits, mettre sa conscience en balance et quoi qu'il arrive, ne pas transiger avec l'honneur de ses fonctions et puis l'honneur de son pays, si c'est ça l'idéalisme, je veux bien. Ces protestations étant restées vaines, Bollardière demande à être relevé de son commandement et clame son indignation dans une lettre rendue publique. Cet éclat lui vaut 2 mois de forteresse, alors qu'au même moment des officiers tortionnaires se voient décorés. Comment avez-vous accueilli la décision prise par le général de Bollardière de remettre son commandement en 1957 ? Avec un accord profond, parce que mon indignation était tellement totale et immense devant ce qui se passait en Algérie que s'il n'avait pas pris cette décision, moi je lui aurais dit faites quelque chose, vous ne pouvez pas rester dans une armée qui se déshonore de cette façon. Sa peine une fois purgée, Bollardière reçoit une affectation en Afrique noire puis en Allemagne, où il apprend en 1961 le putsch des généraux d'Alger. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. Vous avez devant vous les généraux Chasles, Jouot et Zeller. Le 13 mai, l'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler. Nous assurons les musulmans. Les soubresauts d'une armée qui se dresse contre la nation et prétend lui imposer sa volonté par la force achèvent de dénouer les derniers liens qui unissent encore Bollardière à son passé de soldat. Il se sent acculé à un choix définitif. Compagnon de la libération, son devoir est de rendre une ultime visite au général de Gaulle. Puis il va remettre sa démission au ministre des Armées. En 1961, il vient vous remettre sa démission de l'armée. Quel était alors son état d'esprit ? Oui, j'étais à ce moment-là ministre des Armées. C'est à moi que Bollardière a remis sa démission. J'ai eu l'impression que cette démission qu'il me remettait
elle existait dans son esprit depuis un certain temps déjà. Et qu'en fin de compte, cette démission formelle était l'acte public et irrévocable qui résultait d'une décision qui s'était formée progressivement dans son esprit et peut-être dans son cœur aussi. Voilà, Jacques de Bollardière, vous venez de suivre avec moi la première partie de notre émission qui évoquait votre carrière. Est-ce que vous avez un point à préciser, une information à compléter? Non, je n'ai pas de point particulier à souligner, sauf la profonde émotion que j'ai eue à revoir ces images insoutenables de sévices sur la population algérienne. Et ça me fait mesurer, enfin, toute cette chose absolument incroyable de la dégradation d'une armée qui, effectivement, a eu pendant longtemps cette mystique militaire qui était la mienne. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce sont tous des documents authentiques. Et qu'est-ce que vous ressentez à voir comme ça toute votre carrière évoquée Eh bien, je voudrais souligner une chose aussi qui m'a particulièrement ému, c'est que c'est cette paysanne qui s'appelle Madame Fontaine et qui a été interrogée dans les Ardennes. Et je voudrais souligner à ce propos-là qu'elle symbolise pour moi toute la force d'une population qui, sans violence, résiste à la pression de l'occupant. Car Madame Fontaine, bien entendu, inutile de vous le dire, n'a jamais ni jeté une grenade ni tiré un coup de fusil. Mais c'est une femme admirable qui, dès le début même de la guerre, n'a pas cessé de faire passer des prisonniers pour les faire s'évader, ou des pilotes abattus par la DCA allemande. Et sa forme de résistance a été simplement une volonté absolument farouche de ne pas céder, de ne pas se laisser entamer par le nazisme. Et j'étais profondément réconforté quand je l'ai vu dire tout à l'heure que dans notre maquis, nous ne nous sommes pas laissés entamer en quoi que ce soit par cette philosophie nazie. Et effectivement, la population civile et nous avons été étroitement unis dans une conception saine de l'homme et non pas dans une dégradation que les nazis nous auraient imposée. Alors, si vous le permettez, tout à l'heure, nous reviendrons sur votre réflexion d'aujourd'hui. Mais je vous propose maintenant de regarder avec nous la deuxième partie de ce destin qui, avec André Gazu et Pierre Stoucky, va nous permettre de vous suivre dans vos actions aujourd'hui et dans vos engagements. Après un quart de siècle d'une vie errante, Bollardière est devenu un civil. Il a 53 ans. Attiré confusément vers la Bretagne de son enfance, il découvre une vieille ferme perdue dans les Landes, entre Lorient et Quimper, le Vieux Talouette. Cette demeure est son premier port d'attache. En décembre 61, Bollardière trouve un poste d'attaché de direction dans une entreprise de construction navale. La violence qu'il croyait avoir laissée sur les champs de bataille, il la découvre à nouveau sous une autre forme. C'est la soumission des hommes à la production et le désert de relations humaines enfermé dans le carcan de rapports hiérarchiques. 2 ans plus tard, il se découvre une vocation d'animateur dans un organisme de formation permanente. Et le Vieux Talouette devient une maison ouverte au monde, un lieu de rencontre et d'échange où s'expriment des voix venues de tous les horizons. Pendant 7 ans, il sillonne la Bretagne, organise des voyages d'études à l'étranger. À cette intense activité et aux réflexions qu'elle suscite, sa femme est étroitement associée. C'est un peu vous qui avez précipité l'évolution de votre mari vers la non-violence. C'est-à-dire que moi, depuis quelque temps, je lisais les bouquins sur Martin Luther King et ce qu'il avait fait m'a beaucoup intéressée et même passionnée. Et un jour, j'ai appris que Jean-Marie Muller, que je ne connaissais pas du tout, venait faire un exposé sur la non-violence. Mais la non-violence, moi, je l'avais découverte par l'intermédiaire de Martin Luther King et de ce qu'il avait fait là-bas en Amérique pour les Noirs. Et alors, j'ai demandé à mon mari de venir avec moi pour l'écouter. Et nous sommes allés, alors là, nous l'avons écouté avec un émerveillement. Tout ce qu'il disait, c'est ce qu'on ressentait confusément, sans trouver les mots. Et lui, il nous donnait les mots de ce que nous ressentions. La doctrine de la non-violence qu'il vient de découvrir, Bollardière s'y consacre désormais avec la foi et l'enthousiasme d'un converti. Il retrouve l'énergie de sa jeunesse qu'il vouait naguère à son métier de soldat. Tout son effort tend maintenant vers l'élaboration d'une stratégie de la paix. Et dans cette phase de réflexion théorique, son passé militaire lui est un atout précieux. La
La présence de ses filles lui impose de rester attentif au malaise d'une jeunesse qui aspire à une société plus juste et se reconnaît mal dans un monde que lui ont laissé les adultes. De débat en colloque, Bollardière précise ses positions et affûte ses arguments. Témoin de cette patiente recherche, un livre où il retrace les étapes de son évolution. Son itinéraire est précisément en fonction de ce qu'il a vécu. Or, je crois que ce passage de l'armée à la non-violence est certainement le cheminement le plus symbolique et le plus efficace, si vous voulez, en ce qui concerne précisément tout ce problème de la guerre et de la non-violence. Et il dit très souvent, justement, que dans le fond, c'est le même combat qu'il mène, à la fois dans ce qu'il a fait dans la résistance et ce qu'il fait maintenant. Et c'est vrai que beaucoup, finalement, des jeunes qui sont engagés dans la non-violence ont eu leur père engagé dans la résistance. Alors, c'est très important de voir que, finalement, de Bollardière, ce n'est pas un fait absolument isolé. Ce serait, je crois, ne pas comprendre toute la portée de son témoignage. Il représente, dans le fond, beaucoup plus que lui-même, mais avec une force particulière attachée, disons, à son personnage. 1973, l'annonce d'une nouvelle campagne d'essais nucléaires français dans le Pacifique suscite une vague de protestations. Avec 3 autres volontaires, Bollardière pénètre dans la zone d'interdiction maritime entourant le centre d'expérimentation de Mururoa. Au terme de l'expédition, leur bateau sera arraisonné par la marine française. L'opération à laquelle participent Jean-Marie Muller et l'abbé Toula n'a d'autre but que d'alerter l'opinion publique par un geste spectaculaire. Avant d'unir leur voix à celle de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, ils ont parcouru 2000 km. Pourtant, au départ, aucun des protestataires n'avait la moindre expérience de la mer. Il ressentait une véritable allégresse. Comme il nous l'a dit, comme il nous l'a répété, cette opération Mururoa, c'est typiquement une opération de commando. Des commandos, j'en ai fait toute ma vie d'officier. Mais avec une immense différence, c'est que jadis, le but de ces commandos, c'était de tuer des hommes, tandis que maintenant, nous allons sauver des hommes. Mais quelle est la place de la foi dans cette démarche? Je pense que sa foi explicitement religieuse est fondamentale chez lui. Il a une foi de breton, une foi de paysan breton. Et c'est ce qu'il me disait sur le bateau. Il disait, c'est ma foi qui me soutient. Alors évidemment, il n'y avait pas simplement la foi religieuse, il y avait la foi en l'homme, il y a tout un complexe. La foi religieuse elle-même est certainement fondamentale. Pour avoir manqué à ses obligations de réserve, le général de Bollardière est mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire et sur ordre du Conseil des ministres que préside Pierre Messmer. Mais par son retentissement et le large exposé qui en est fait dans la presse, le geste de Mururoa a provoqué un débat public autour de cette question brûlante. Pour lui donner plus d'éclat encore, Bollardière renvoie sa plaque de grand officier de la Légion d'honneur au président Pompidou. Mais l'affaire n'en reste pas là. À leur tour, des évêques sortent du silence et prennent position. Une confrontation très vive oppose bientôt l'Église à l'armée. La même année, Bollardière participe à une autre lutte qui le rend solidaire des paysans du Larzac. À l'origine du conflit, le projet d'extension du camp militaire situé dans la région, qui doit passer de 3 000 à 17 000 hectares. Si le projet aboutit, une centaine d'agriculteurs devront abandonner leurs terres. Pour appuyer ce combat non violent, une marche sur le plateau est organisée qui réunit 50 000 personnes de toutes tendances. La cause du Larzac a dépassé le cadre de la protestation paysanne et les limites de la région. Elle est devenue un symbole. La soirée est marquée par l'intervention de Bollardière qui voit dans leur lutte pacifique un exemple et un encouragement. Leur force, les paysans du Larzac, l'attirent du rayonnement de leur cause. En sortant de leur isolement, ils sont devenus les témoins d'un conflit qui les dépasse. Bonjour Jacques, comment va? À la communauté non violente d'Orléans, Jean-Marie Muller, le philosophe et le théoricien, accueille Bollardière, l'homme d'action. Est-ce que tu n'as pas été à un procès récemment, un procès à Toulouse, oui, la semaine dernière. Oui. Et quel était le cas
C'était le cas de l'assoumis à l'Office national des forêts. Donc pratiquement, il a refusé de se joindre à l'affectation qui lui a été donnée. Alors ce qui est important à Toulouse, c'est qu'il y avait pour la première fois une marche silencieuse de solidarité, avec quand même la plupart des partis de gauche, des syndicats et d'autres mouvements. Et ça pose vraiment le problème dans l'opinion publique. Oui, il y a une chose qui va dans le même sens. Je ne sais pas si tu as vu dans les journaux la déclaration d'un certain nombre de parents d'insoumis, là, qui ont exprimé leur prise de conscience du problème à partir du cas de leur fils, et puis commencé à envisager de se rencontrer entre eux et de prendre une position commune. Enfin, là aussi, il y a quelque chose de très intéressant qui se développe là. C'est la fameuse conscientisation des parents par les enfants. C'est ça, oui. Mais pourquoi beaucoup d'objecteurs refusent-ils l'affectation aux eaux et forêts? Je sais bien que leur grosse revendication, c'est d'utiliser leur temps de service militaire pour investir dans une recherche et une action non violente, parce que pour contribuer à rendre crédible une alternative à une défense nationale qui refuse par leur position non violente. Et alors évidemment, les eaux et forêts, tel que c'est conçu, ça ne répond pas du tout à leur aspiration profonde. Et soldats servant loyalement son pays par les armes au besoin jusqu'au Bollardière est devenu pèlerin de la paix. Son message de non-violence, il ne le réserve pas uniquement à la France. Il se déplace beaucoup à l'étranger et cette année, un débat contradictoire en Suisse l'opposait à un colonel de notre armée. Donc en somme, peut-on vivre son idéal de non-violent tout en appartenant à l'armée? Je ne sais pas. Écoutez, moi, ma réponse est très rapide. Oui. Je vous remercie, monsieur le colonel. Cette réponse est claire et certainement beaucoup de soldats qui sont ici dans cette salle sont convaincus que c'est vrai. Je vous passe la parole maintenant, général de Bollardière. Je voudrais répondre vraiment très sérieusement à cette question, qui est une question infiniment sérieuse. Ce que je peux dire seulement, sans faire aucune théorie, c'est que dans le vécu, eh bien, je me suis trouvé dans des contradictions telles que j'ai dû quitter volontairement une armée dans laquelle j'ai servi pendant 30 ans. Et c'est la seule réponse que je puisse apporter. Car je répète bien que je parle de choses que j'ai vécues et que je ne veux pas transformer ce que j'ai là en une théorie générale et que je m'empresse de dire que je n'ai pas la moindre intention de juger les gens qui sont dans une situation qui n'est pas la mienne et de leur dire ce qu'ils ont à faire, car ça ne me regarde absolument pas du tout. Je veux dire seulement que dans ce que j'ai vécu moi-même, eh bien, le problème était absolument clair. J'avais le choix entre quitter cette armée ou me transformer moi-même en un nazi, ou en quelqu'un qui est en voie de l'être. Je suis venu dans un esprit d'agressivité non violente auquel je crois vous-même accorder quelques crédits pour m'opposer à des thèses qui, pour un petit pays comme le mien, qui ne possède une armée que dans un but de pure défense, et d'abord pour éviter la guerre, et en considération de la situation politico-stratégique du moment, vos thèses, à mon avis, sont pour nous pernicieuses. Ceci dit, je reconnais que vous êtes un homme de foi et d'engagement, que vous ne vous contentez pas de prêcher, mais que vous vivez votre idéal. En ce sens, vous méritez tout notre respect, et je parle aussi au nom de mes camarades, et vous l'avez. Personnellement, j'ai été honoré d'avoir pu faire votre connaissance ce soir et d'avoir pu vous apporter la contradiction. Voilà, Jacques de Bollardière, c'était votre vie aujourd'hui, brièvement résumée bien sûr. Ce qui frappe quand on regarde ces deux reportages et quand on pense aux images du militaire que vous étiez et qu'on a vu tout à l'heure, c'est la rupture qui s'est produite en vous, j'allais dire cette espèce de conversion. Alors votre femme évoquait tout à l'heure la rencontre avec Jean-Marie Muller, nous avons parlé de la guerre d'Algérie, mais est-ce qu'il y a eu un événement plus particulier qui vraiment en quelque sorte a précipité cette conversion? Je crois que Pierre Messmer a évoqué le sentiment qu'il a eu quand je suis allé lui porter ma démission, et en disant qu'il a eu l'impression
que c'est une attitude qui remontait très loin, enfin que ça avait été préparé par beaucoup de choses, beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances avant d'en arriver à cet acte même de ma démission. Et effectivement, je n'ai pas du tout vécu ça comme une rupture avec mon passé de soldat. J'ai vécu ça comme le fait de se débarrasser progressivement, douloureusement, de conditionnements que je ne voyais pas au départ. Et je voudrais bien insister d'ailleurs sur ce problème, car je pense que énormément de mes camarades qui sont actuellement dans l'armée ou qui entrent dans l'armée, des jeunes garçons de 20 ans, ont cette même mystique militaire que j'avais à leur âge. Mais je pense que s'ils ont la chance de passer par des analyses plus sérieuses, au point de vue politique, au point de vue économique, au point de vue idéologique du rôle d'une armée dans une nation aujourd'hui, eh bien, ils vont, comme moi, voir tomber un tas d'illusions. Et je pense que c'est ce qui m'est arrivé, de me débarrasser progressivement d'illusions que j'avais au départ. À 20 ou 30 ans, vous ne vous posiez pas de questions sur l'armée? Je me posais des questions sur l'armée parce que j'ai eu, à vrai dire, un début de l'armée un peu difficile. À Saint-Cyr, j'ai eu l'occasion d'en parler avec vous il y a un instant. J'ai fait 3 ans au lieu de 2, et j'en suis sorti comme sergent au lieu d'en sortir comme sous-lieutenant, parce que je crois qu'il y avait un problème de... On l'appelait passer la contestation à ce moment-là, mais je pense que ça devait y ressembler, probablement assez fort de ma part. Et mes premières années dans l'armée m'ont déçu terriblement. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai demandé à partir de la Légion étrangère, parce qu'il y avait toute cette légende de la Légion qui m'a déçu aussi, car les opérations au Maroc étaient terminées, et j'ai retrouvé là une armée de temps de paix. Une armée de temps de paix, ça n'est pas tellement exaltant. Et une armée qui sort d'un cataclysme comme celui de 14-18 pour préparer le cataclysme prochain, c'est vraiment quelque chose d'assez paradoxal. Vous utilisiez tout à l'heure le terme douloureux. Ça a été un itinéraire difficile, cette évolution, cette conversion? Ça a été un itinéraire très douloureux, parce que je voudrais insister sur la période indo-chinoise. C'est là vraiment que j'ai eu la révélation des contradictions dans lesquelles je me trouvais plongé en restant dans ce métier d'officier que j'avais choisi au départ. Bien sûr, le film de tout à l'heure l'a montré, j'ai eu une impression très forte de l'horreur de la guerre devant le spectacle de l'Allemagne. C'est un spectacle affreux. Mais en Indochine, c'est tout à fait autre chose. Je sortais d'un maquis, et dans les premiers jours en Indochine, j'ai fait une patrouille avec une dizaine de parachutistes, et un jeune Vietnamien a tiré maladroitement par-dessus la haie de son jardin une balle avec un de ces pistolets qu'ils fabriquaient eux-mêmes, et qui bien entendu n'a touché personne. Mais le parachutiste qui était en avant-garde de la petite patrouille que j'avais, l'a immédiatement envoyé un coup de mitraillette et lui a fracassé complètement tout le bras. Et avant que j'arrive, les 2 ou 3 parachutistes qui étaient là l'avaient entré dans sa case, assis sur une chaise, et voulaient lui faire dire s'il était tout seul ou s'il y avait d'autres Vietnamiens qui étaient là. Et assise dans un coin, il y avait une jeune femme de 20 ans, avec un petit bébé à côté d'elle, et la figure de cette femme m'a été profondément pénible à regarder, parce que je sortais de ce maquis où j'avais vu cette terreur de la population civile, ces massacres sur des femmes, sur des enfants, cette torture sur des jeunes maquisards, et je m'apercevais que le combat de ces types-là, qui étaient maladroits, qui faisaient tirer sur nous, c'était celui que j'avais mené moi-même. Et à partir de ce moment-là, mon cheminement s'est accéléré énormément. J'ai vu toute la stupidité de cette guerre d'Indochine, qui était placée sur un plan absolument fou, qui est celui de la violence. Et c'est là vraiment que j'ai commencé à évoluer beaucoup. En Algérie, contrairement à Massu, vous ne vouliez pas vous salir les mains. Pardon ? Contrairement à Massu, en Algérie, vous ne vouliez pas vous salir les mains. Je me réfère à ce qu'il disait tout à l'heure dans le film. Oui, mais je ne plaçais pas ça sur ce plan-là. Je dois vous dire d'ailleurs que je n'ai jamais vu, personnellement, un homme torturer un autre homme. J'ai bien entendu su, hélas, que dans le maquis des Ardennes, les nazis avaient torturé des hommes de mon camp, mais je ne l'ai pas vu. Et j'ai encore moins vu, bien entendu, des Français torturer des Algériens en Algérie. Mais j'ai su, avec la conviction la plus profonde, que malheureusement ça se passait. Le problème pour moi n'était pas de me salir les mains, il était de donner une forme concrète à cette indignation absolument irrépressible qui m'envahissait devant le spectacle de cette armée qui avait lutté contre le nazisme et qui, sans s'en rendre compte, était en train de glisser exactement dans la même philosophie et la même dégradation, bien entendu. Il n'y a pas des moments où cela vous paraissait difficile d'être en contradiction avec votre passé, avec votre famille, avec vos traditions? Je n'ai pas ressenti ça comme ça. Parce que dès le départ, j'ai eu un esprit très critique vis-à-vis de l'armée. Saint-Cyr, je me suis trouvé très mal à l'aise. Enfin, cette forme de discipline ne me convenait pas.
Après ça, je dois dire que le spectacle de 40 n'a fait qu'augmenter cet esprit critique vis-à-vis d'une armée qui a été battue très rapidement, vous le savez bien. Et ensuite, après cette période de la France libre, j'ai revu les mêmes maladresses se reproduire dans cette guerre d'Indochine, dans cette guerre d'Algérie. Et c'est progressivement que je me suis détaché d'une armée qui, il faut bien le dire d'ailleurs pour être honnête, a été placée par le gouvernement dans des situations impossibles. Mais vraiment, j'étais détaché depuis longtemps de cette vocation militaire du départ quand j'ai quitté l'armée. Mais ces années d'armée, ces années de militaire, ce ne sont pas des années perdues pour vous? Ce ne sont sûrement pas des armées perdues parce que rien n'est simple dans ce monde. Et dans une armée, et en temps de guerre, il y a tout un côté de camaraderie et de contact humain absolument extraordinaire. Quand on partage en permanence des dangers avec des hommes, on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de communication extraordinaire. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les anciens combattants d'une guerre affreuse comme celle de 14-18, qui n'était pas une épopée où les types étaient dans une tranchée pendant des mois et des mois avec de l'eau jusqu'aux genoux, eh bien, n'ont de trêve ni de répit que de se rencontrer entre eux pour parler de cette communication qu'ils ont trouvée là, dans cette ambiance exceptionnelle. Alors qu'autrement, c'est difficile dans la vie courante d'entrer en communication avec un homme, mais là, oui. Vous n'avez pas le sentiment d'être, si je peux me permettre cette formule, d'être une sorte de prêtre défroqué? Non, pas du tout. J'ai l'impression d'être un prêtre qui trouve sa véritable vocation en jetant des illusions à tous les vents. Alors justement, venons-en, si vous voulez, à votre action d'aujourd'hui. Vous avez engagé ce combat en faveur de la non-violence. Mais qu'est-ce que la non-violence pour vous? Comment vous la définissez par rapport au pacifisme, notamment? Je crois qu'il y a une différence assez grande entre le pacifisme, du moins tel qu'il est perçu, et la non-violence. Le pacifisme est un sentiment que je respecte infiniment, d'ailleurs, dont je me sens solidaire, mais qui consiste surtout à faire un refus de la violence. Pour nous, la non-violence, ça n'est pas ça. C'est ça, bien sûr, c'est le refus de la violence. Mais c'est une vue que nous voudrions plus concrète et plus réaliste. En réalité, la violence n'existe pas pour rien. Elle existe parce qu'elle prétend remplir un certain nombre de rôles qu'il faut remplir, un certain nombre de fonctions qui sont indispensables. Et cette notion enfin, de sécurité d'un groupement humain est une notion que personne ne peut contester. La défense d'une communauté comme la France ou comme celle de votre pays est un concept vrai. Eh bien, notre prétention, c'est seulement de dire que la violence n'est pas le meilleur moyen pour assumer cette fonction. Et ma conviction est absolue qu'il y a d'autres moyens, non seulement plus efficaces, mais aussi plus humains, et qui renforcent ce qu'il y a d'humain dans les hommes qui la mettent en œuvre au lieu de le dégrader. Quels moyens, par exemple? Eh bien, vous savez bien que le principe même de la résistance par la non-violence, c'est tout simplement de lutter pour la justice et de refuser d'être complice de l'oppression et de la justice. Enfin, si vous voulez, je crois que, en simplifiant terriblement, il faut avoir une vue réaliste du monde, qui est un monde de conflit et un monde d'oppression. Il l'a toujours été, il le sera toujours. Le problème important, c'est d'abord de voir ça, et de bien voir des conflits qu'on refuse de voir très souvent. Et après les avoir vus, c'est de choisir son camp, et de refuser absolument d'être dans le camp des oppresseurs. Ce que nous sommes tous d'une manière ou d'une autre. Mais c'est-à-dire vous distinguez dans certaines violences, la violence qui opprime et la violence libératrice? Bien sûr, comment ne pas les distinguer? Enfin, dans cette violence, en Amérique du Sud, par exemple, d'une population écrasée, qui n'arrive pas à faire reconnaître sa dignité et son droit à vivre, eh bien, comment ne pas se sentir profondément solidaire de leur révolte, même si elle s'exprime par des moyens violents? Mais comment ne pas penser, par réalisme précisément, que cette population court un échec? Car les moyens de la violence, ce n'est pas eux qui l'ont. C'est naturellement le pouvoir qui les opprime, qui détient ces moyens terriblement puissants que sont l'argent, que sont l'armée, que sont la police, que sont les masses médias. Et je pense que autant on peut être solidaire de leur lutte, autant on peut espérer de toute son âme qu'il est possible de trouver des moyens qui vont être efficaces et qui ne seront pas ceux de la violence, dans lesquels malheureusement ils ont les plus grandes chances de perdre. Enfin, admettons qu'un peuple latino-américain se révolte par la violence. Vous approuvez cette violence? J'approuve leur révolte et je me sens absolument solidaire d'eux. Mais je pense que la violence n'est pas le bon moyen parce qu'elle aboutira tout simplement à remplacer la violence par une autre. Et je crois que si l'histoire des hommes a un sens, eh bien c'est justement dans cette véritable révolution de l'homme en face de sa violence, en face de sa propre violence,
individuelle et collective. Mais prenons l'exemple de l'Algérie, on a vu les images tout à l'heure, ou du Vietnam actuellement. Ce sont des pays qui se libèrent ou qui se sont libérés par la violence. Oui. Vous approuvez ce type de violence, ce type de combat pour une libération? J'approuve bien sûr le désir des Algériens d'être eux-mêmes, car c'est exactement le sentiment que j'avais dans le maquis des Ardennes. Je pense d'ailleurs qu'au moment où ça s'est passé, historiquement, probablement aucune autre solution pour eux n'était possible. Mais je pense que ça n'est pas forcément décourageant, parce qu'il faut replacer ça dans un contexte d'évolution. Des choses qui n'étaient pas pensables pour les hommes de ma génération deviennent absolument naturelles aujourd'hui pour nos fils. Et je pense que la non-violence est en train de mûrir et que des stratégies non-violentes de défense civile d'une population contre une oppression de l'extérieur ou de l'intérieur d'ailleurs, car les deux problèmes sont liés, eh bien, devient de plus en plus pensable parce qu'elle est une exigence du monde actuel. Et vous ne pensez pas qu'on pourrait vous reprocher certaines contradictions dans la mesure où vous pourriez accepter un type de violence-là et ne pas l'accepter ailleurs? Je crois que ce qu'il faut refuser à tout prix dans tous les cas, c'est l'oppression d'un homme par un autre homme. Et après ça, le problème se pose du choix des moyens. Et je pense qu'il faut vraiment de toute son espérance s'accrocher à l'idée qu'il peut exister des moyens qui ne soient pas des moyens violents. Mais naturellement, il y a toute une recherche à faire. C'est à nous tous d'abord de tâcher de nous pénétrer de cette conviction et après ça de chercher péniblement et de chercher tous ensemble à réaliser cet objectif. Mais il n'y a pas, bien entendu, de formule toute faite de la non-violence qui s'appliquerait à toutes les situations qu'on peut imaginer. Il y a une stratégie de la non-violence? Il y a une stratégie qui s'élabore. Dans les faits, des peuples ont déjà montré qu'une résistance non-violente est possible et qu'elle peut être efficace. Enfin, je n'insisterai pas sur la libération des Indes, qui est due, peut-être pas exclusivement, mais tout de même certainement en bonne partie, à l'œuvre indiscutablement non-violente de Gandhi. Non. On cite toujours, quand on parle de la non-violence, je vais essayer d'être un peu critique, on cite toujours, quand on parle de la non-violence, de Gandhi et de l'Inde. Mais prenons l'exemple de la Tchécoslovaquie. Les Tchèques ne se sont pas révoltés et ont été, si j'ose dire, non-violents face aux tanks soviétiques. La Tchécoslovaquie, pour moi, a été au contraire un exemple qui m'a vraiment renforcé dans cette conviction de l'efficacité possible de la non-violence. Si on analyse ça très rapidement, je ne voudrais pas mettre trop longtemps là-dessus, on s'aperçoit d'abord que rien n'avait été préparé dans le domaine de la non-violence. C'est une éclosion spontanée. Et on s'aperçoit aussi que les troupes russes ont été extrêmement gênées, extrêmement embarrassées, et que le gouvernement soviétique a été obligé de retirer rapidement quelques unités parce qu'elles commençaient à se demander ce qu'elles faisaient là. Et c'est là tout le principe même de la non-violence. Le nazisme, quand nous avons été occupés, n'était pas un bloc, c'était un peuple opprimé, comme nous l'étions nous-mêmes, par une clique absolument effroyable, qui était la clique des autorités nazies. Et je pense que la plus grande victoire, c'est de faire comprendre à un peuple qui vous agresse qu'il est lui-même opprimé. Et vous pensez qu'une véritable stratégie de non-violence organisée par un gouvernement, que ce soit en France ou en Tchécoslovaquie, face au nazisme ou face, disons, aux tanks soviétiques, aurait pu empêcher une invasion, aurait pu empêcher une domination? Eh bien, je crois que dans ce que vous venez de dire là, on sent toute la contradiction et la difficulté, pour être honnête, de la non-violence. Une non-violence organisée par un gouvernement, c'est déjà là quelque chose d'un peu antinomique. Je pense que la non-violence a comme principe même que les hommes exigent absolument de prendre leurs responsabilités où ils peuvent la prendre. Et c'est la défense de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant dans un pays qui compte, beaucoup plus qu'une organisation prévue par des techniciens à un échelon élevé du gouvernement. Et quand on vous dit tout ça, ça n'est pas possible, parce que finalement l'homme est violent, l'homme est plein de violence au fond de lui-même, et que finalement vous rêvez, comment vous réagissez? Eh bien, je pense que cette vue est une vue d'abord effroyablement pessimiste, et je ne la partage pas du tout. Je pense que l'homme a des pulsions extrêmement fortes d'agressivité, mais je crois que ce qui fait qu'il est un homme, et qu'il a aussi d'autres pulsions et d'autres possibilités qui lui permettent de la maîtriser. Et l'histoire humaine, si elle a un sens, est précisément le passage de ces instincts brutaux à quelque chose qui est contrôlé par une culture et qui devient humain. Et je pense que l'humanité se fait de plus en plus humaine, ou du moins qu'elle cherche à le faire. Vous pensez qu'on va vers un homme différent? Je pense qu'on va de toute façon vers un homme différent. Enfin, je m'en rapporte à l'image que j'ai de mes enfants et de moi-même quand j'avais leur âge. Et je dois dire qu'il y a certainement entre eux et moi une différence de vision du monde au même âge qui est absolument stupéfiante, mais qui pour moi est très réconfortante d'ailleurs, parce qu'il me semble qu'ils ont précisément une vision beaucoup plus proche des véritables problèmes de l'humanité.
Enfin, ce qui frappe quand même, c'est qu'on a le sentiment que depuis 10-20 ans environ, on assiste à une montée de la violence, que ce soit une violence sur le plan local ou une violence sur le plan international. Oui, c'est bien vrai. Je crois, si vous voulez, que, enfin, là aussi, je ne voudrais pas faire un schéma trop simpliste. Je crois qu'il y a un fait. Le fait, c'est l'approfondissement, dans certaines parties du monde, tout au moins, de la connaissance fondamentale des hommes sur la réalité qui les entoure, et la rapidité de plus en plus grande des applications technologiques de ces connaissances. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas empêcher, et qui d'ailleurs, en soi, est souhaitable. Ça a deux effets absolument contradictoires. Le premier, c'est que ça a brassé absolument toutes les civilisations et que les jeunes, précisément dont nous parlions tout à l'heure, se promènent aujourd'hui dans tous les coins de l'Europe, de l'Amérique et de n'importe quelle partie du monde et rencontrent d'autres jeunes de leur âge. Et il en résulte un immense désir de libération. L'homme commence à comprendre qu'il peut se libérer d'un tas de contraintes qui, pour lui, semblaient des fatalités jusqu'à maintenant. Mais en même temps, bien entendu, ce phénomène, enfin, si vous voulez, de l'avance de la technologie, provoque une concentration terrible des pouvoirs des technocrates et des pouvoirs économiques d'ailleurs. Et on assiste à cette espèce de course dans le monde actuellement, je crois. Mais quand certains vous disent, en défendant la non-violence, vous sapez la défense de votre pays, en fait vous faites le porte-parole d'une idéologie étrangère, c'est souvent ce qu'on entend, et ainsi vous sapez la propre défense de votre pays. Je voudrais être très sincère là-dessus. Je crois qu'il n'y a pas de défense de mon pays à l'heure actuelle. Et je voudrais faire une analogie avec ce qui s'est passé en 1940. En 1940, il y a eu un sacrifice rituel d'une armée qui ne pouvait pas ne pas être battue dans les conjonctures historiques où ça s'est passé. Et puis après, il n'y a plus rien eu. Car notre peuple avait été habitué, hélas, à penser que la défense était le problème de l'armée, mais pas celui du peuple. Et quand un peuple pense ça, il n'y a pas de défense. Mais au niveau alors d'une action non violente, est-ce qu'il y a des moyens de lutte que vous préconisez qui sont supérieurs à d'autres? Il y a des moyens de lutte, bien entendu, mais je crois aussi qu'il faudrait bien remarquer que la non-violence n'est pas une chose nouvelle. Et quand on voit, par exemple, le contexte de la lutte ouvrière depuis le siècle dernier, bien, on s'aperçoit tout simplement que toute une évolution a été faite et toute une amélioration a été obtenue par la classe ouvrière, une prise en considération, en tous les cas, d'elle-même, de son rôle dans la nation, par des procédés qui sont, de toute évidence, même s'ils ne se reconnaissent pas comme tels, des procédés non violents, car les grèves sont un procédé non violent. Et elles perdent d'ailleurs en grande partie leur efficacité à partir du moment où elles deviennent violentes, car à ce moment-là, c'est naturellement la justification même de répression extrêmement brutale et généralement efficace. Mais enfin, les rapports de force entre un chef d'entreprise et ses ouvriers ne sont pas tout à fait les mêmes qu'entre un pays qui possède des tanks et un peuple qui n'en a pas. C'est bien certain, mais quand un pays envahit un autre pays, ce n'est pas pour rien. C'est pour y établir une autorité politique et c'est pour en tirer un certain nombre de biens économiques. S'il se heurte à une population qui est absolument farouchement décidée à ne collaborer en rien, eh bien, ça devient extrêmement difficile. Et on a eu d'ailleurs des exemples dans l'histoire très significatifs. Dans la Ruhr, par exemple, quand les Allemands ont refusé de procéder à l'exploitation du charbon, je crois que la France et la Belgique ont été obligés de mettre plus d'un millier d'ingénieurs à leur place. Et c'est là qu'on sent la possibilité pour un peuple d'enrayer vraiment l'avantage même qu'un pays a en occuper un autre. Enfin, si vous voulez, si un pays comme la Russie aujourd'hui étendait son autorité sur toute l'Europe et se heurtait en Europe, alors qu'il n'y aurait pas eu le moindre combat, à une population absolument décidée à faire ce qu'eux-mêmes appellent de la subversion par rapport à l'ordre établi par les Russes. Est-ce que vous croyez que pour eux, ce ne serait pas, dans la conjoncture historique actuelle, quelque chose de très dangereux, alors qu'ils ont de plus en plus de peine à maintenir leur propre peuple dans une vision, si vous voulez, qui elle-même va un peu vers un dogmatisme étroit. Vous pensez qu'une telle forme de résistance serait plus efficace qu'une résistance armée? Je pense qu'elle serait certainement infiniment plus efficace, d'une part, et d'autre part, une résistance armée, nous avons eu hélas la preuve presque insoutenable par les images que nous avons vues dans ce film, immanquablement dégrade les gens qui la mettent en œuvre. Et ce qui me paraît le plus terrible, c'est que la lutte contre le nazisme par la violence a amené finalement une sorte de victoire confuse du nazisme en Europe aujourd'hui, et c'est bien pour ça d'ailleurs que cette violence se répand dans le monde, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes sont plus favorables à la non-violence ou au contraire qu'ils ne l'acceptent que difficilement?
je crois qu'il y a une immense aspiration des jeunes à l'heure actuelle à trouver autre chose que ce monde absolument incohérent et violent dans lequel ils vivent. Et je suis convaincu que la mentalité des jeunes aujourd'hui permettra de développer énormément cette intuition non violente que nous cherchons à préciser. Et pourtant, disons, ceux qui refusent l'armée, ce qui est une forme d'acceptation de la non-violence, si j'ose dire, sont quand même une minorité. Ils sont une minorité, bien sûr, mais l'humanité a toujours été emmenée dans son évolution par des minorités très conscientes de ce qu'elles faisaient et qui, finalement, ont servi d'une sorte de levain dans la pâte. Alors, vous croyez en l'avènement d'une société non violente? Je ne crois pas ça. Je crois que ma vie n'aurait pas de sens si je ne luttais pas pour ça. Mais l'avenir ne m'appartient pas. Je crois qu'il y a des possibilités de régression absolument effroyables de nos civilisations. Et je pense que l'état du monde aujourd'hui est assez terrifiant de ce côté-là. Et qu'on peut très bien, effectivement, arriver à des crises de civilisation infiniment graves en Amérique, en Europe et ailleurs. Mais je pense qu'une vie n'a de sens, en tous les cas, que si on ne cède pas à la tentation de considérer qu'il y a une fatalité. Et par conséquent, il faut bien en conclure qu'on doit lutter à chaque instant contre cette fatalité pour que l'homme prenne en main son destin et celui de l'humanité. Pour vous, le combat que vous menez actuellement pour la non-violence, c'est le combat le plus important de votre vie? C'est sûrement le combat le plus important de ma vie. Et pourtant... Je voudrais justement souligner cette continuité. Vous évoquiez tout à l'heure une rupture. Quand je me suis battu contre les nazis, je suis éprouvé ça comme une nécessité absolument impérative pour moi. Eh bien, c'est cette même nécessité que je ressens aujourd'hui, mais je crois de manière beaucoup plus lucide et beaucoup plus approfondie, en tous les cas, que je le ressentais à ce moment-là. Vous avez le sentiment que ces idées de non-violence passent progressivement dans l'opinion? Je le pense très sincèrement et je voudrais, pour cela, prendre comme preuve les contacts que j'ai avec un certain nombre de camarades que j'ai encore, bien entendu, dans l'armée, là. Il y a quelque temps encore, ils considèrent la non-violence vraiment comme quelque chose d'absolument absurde. En tous les cas, parfaitement utopique et sans aucune espèce de réalité. Eh bien, de plus en plus, j'ai des contacts avec des gens qui cherchent à comprendre ce que nous mettons, nous, dans ce terme de non-violence. Et même des contacts officiels de gens qui pensent qu'une armée ne peut pas ne pas se renseigner objectivement, sérieusement, sur ce que pourrait être une défense civile non violente. Et je crois que c'est un signe très caractéristique d'une évolution profonde. Vous êtes optimiste pour la réussite de vos idées? Je suis optimiste parce que la vie a toujours été plus forte et que la non-violence va dans le sens de la vie. Et j'en suis bien convaincu, alors que la violence va dans le sens de la mort et du chaos. Eh bien, Jacques de Bollardière, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette émission et d'être venu ce soir en direct pour évoquer avec nous votre destin, évoquer aussi la non-violence et nous communiquer votre foi et votre conviction. Merci. Bonsoir.